Du Absolute Batman, le meilleur comic Spider-Man en omnibus, du X-Men, des pépites en indépendant et des classiques. Bienvenue dans le bilan du mois d'août des lectures comics. C'est déjà la fin de l'été et ça c'est inquiétant, mais on a été productif. Bienvenue, c'est One More Day Comics, c'est Lucas, générique. One more day comics. Avant de commencer, je voulais vous remercier encore une fois parce que la chaîne a passé l'étape cruciale de ses 2 ans et surtout des 4000 abonnés. Et avec l'arrivée des 4000 abonnés, en fait, il y en a eu 300 autres en l'espace de 2 semaines. C'est fou, c'est d'habitude ce qu'on fait en un mois, ce qui est déjà énorme. Donc, bienvenue à tous, j'espère que ça vous plaît. C'est parti pour le premier bilan, peut-être pour pas mal d'entre vous, je sais pas, mais en tout cas, le dernier bilan de l'été avec, comme d'habitude, les single issues d'abord, puis ensuite les TPB, on va passer aux hardcover et aux omnibus à la toute fin. Le tout, alors d'habitude, je dis en moins de 20 minutes, là j'y crois pas. Quoi, on dit quoi, 25, 30? On verra. C'est un problème pour Lucas du montage. Et c'est parti pour le bilan du mois, le tout bien sûr sans spoil. Et bien sûr, je vous invite à partager en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci, quelles ont été vos meilleures et pires lectures comics de ce mois. Clayface Celebrity Dirt 2, on est déjà sur le 2e numéro de cette mini-série, sur Basil Carlo Clayface, qui d'ailleurs attend son film à la fin de l'année avec une nouvelle bande-annonce qui a drop cet été, qui est exceptionnelle. Je trouve en tout cas, elle donne très envie de voir ce projet. Je pense que DC part dans la bonne direction avec ce genre de film, beaucoup plus intimiste. Cette série de comics Clayface a pour but d'accompagner le film, enfin surtout de faire patienter en fait en attendant la sortie du film, donc de conserver la hype un peu, ce qui est loin d'être une tâche facile. C'est toujours signé Doyle et Gallan, Doyle au scénario, Gallan au dessin, toujours aussi beau. Et après donc son évasion, Basil Carlo a un seul but dans la vie, c'est retourner à Hollywood pour redevenir acteur, mais surtout percer le mystère de ce mec qui s'appelle Basil Carlo, qui est un acteur très connu et qui n'est pas lui, ce qui est quand même un peu étrange. Usurpation d'identité, ça s'appelle tout simplement. Donc il retourne à LA et on le suit dans une enquête là-bas qui a une tonalité à la fois mi-horreur mi-comique, mais qui marche vraiment bien, toujours au dessin, c'est un peu cartoony, c'est assez particulier au niveau du trait et de l'ambiance, mais qu'est-ce que ça fonctionne quoi, surtout dans le body horror et tout ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans le film, hein, avec les visages qui fondent et tout ce qui va avec. On a d'ailleurs toujours plus de mystères et de questions à se poser, surtout avec un cliffhanger qui marche pas mal, donc voilà, plutôt curieux de voir la suite, c'est une plutôt bonne surprise cette série, et j'espère qu'elle sera très bonne, parce qu'effectivement, si elle réussit son taf, elle devrait faire monter l'hype pour le film, qui promet d'être sur une tonalité bien différente pourtant, donc c'est assez drôle qu'ils aient voulu faire quelque chose de plus léger en série, mais je vous le recommande. Batman and Robin Year One. The Dynamic Duo, c'est une nouvelle série qui vient juste de drop, hein, et qui fait directement suite à la série du même duo, à savoir Mark Waid et Chris Samnee. On est bien sûr encore une fois à Gotham, cette fois-ci les relations entre Batman et Robin, qui est ici Dick Grayson, hein, vont un peu mieux, dans le sens où la dynamique commence vraiment à fonctionner, après ces 12 premiers numéros qui étaient vraiment de l'apprentissage, sauf que une nouvelle menace apparaît en ville, mais cette fois-ci c'est un gang composé d'enfants des rues, qui vont absolument provoquer le chaos en ville. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie Batman péter des coups de gosse? Je pense pas, hein, donc ça pose beaucoup de questions, et donc Bruce et Dick vont devoir découvrir d'où viennent ces jeunes et surtout qui les manipule dans l'ombre. Dès le premier épisode, on a un nouveau personnage très connu du lore de Batman, du Batverse, qui fait son apparition. Ça présage que du bon pour la suite dans un numéro que j'ai adoré, qui est toujours sur la même tonalité, un peu ambiguë mais très efficace, de Mark Waid et Chris Samnee, à savoir une série à la fois très chaleureuse, un peu légère mais aussi sombre et parfois violente. Ça avait parfaitement fonctionné dans leur première série, et autant dire que là, c'est tout aussi bon pour le moment. Donc très hâte de découvrir la suite, parce que on est quand même très gâté en Batman en ce moment. Hein. Absolute Batman numéro 23, déjà le numéro 23, ça commence à faire, hein. Je dis ça chaque mois. Hein. Les Robins, cette fois-ci, sont au centre, c'est un numéro qui va mettre surtout en son centre Clayface, je veux dire il était sur la couverture, donc c'est très cool de le voir dans 2 numéros différents, sa propre série, puis ensuite Absolute Batman, la version absolute de Clayface, et ça marche vraiment bien. Il y a des très bonnes idées, surtout les développements de personnages. On développe vraiment en fait la relation père-fille entre Alfred et sa fille, justement, pour essayer de creuser un peu le personnage, parce que c'est quand même le narrateur qui était dans le numéro 1 d'Absolute Batman. Il est là depuis le début, ça fait 23 numéros qu'il est là, et on a l'impression de pas vraiment le connaître. Donc Snyder joue sur le mystère derrière Alfred, bien entendu, mais ça fait du bien d'avoir quelques infos de famille, quelques infos sur ses valeurs aussi, et ses convictions. Ça marche vraiment très bien, ça construit encore une fois un parallèle entre lui et Bruce. Bruce qui est, encore une fois dans ce numéro, testé au possible, c'est terrible ce qui se passe. Bien sûr, je peux rien vous dire, mais ouais, là, on sent qu'il y a une limite et qu'elle a été atteinte. Je pensais qu'elle avait été atteinte il y a 3 numéros déjà, mais non, ça continue de renchérir à chaque fois, et j'aime énormément cette version des Robins qui est très innovante. C'est un peu des influenceurs super cop en fait, et ça marche trop bien d'avoir un peu cette fraternité qui, à la fois, sont des gosses avec des responsabilités énormes, parce que c'est les super flics de la ville, mais aussi voir leur personnalité transparaître et voir la personnalité des Robins, les voir réunis en fait sous ce rôle-là. Et je trouve que Snyder a des idées assez brillantes, avant bien sûr qu'il nous rappelle qu'on est dans l'univers absolu, avec de la violence et de la déception, mais de la déception qui donne de la hype, donc
donc c'est très bien. Donc Absolute Batman, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi frais. Nick Dragota au dessin, j'en parle même plus, mais c'est exceptionnel. Je suis très très fan de ce dessinateur-là. Bref, une pépite. Et le tome 3 sort très bientôt, on en parlera bien sûr sur la chaîne. Et c'est tout pour les singles, passons au TPB, parce que là, il y a des surprises. Minor Arcana, tome 1, Minor Arcana, bien sûr, hein, de Jeff Lemire. Jeff Lemire, vous le connaissez, je l'adore, Jeff Lemire, c'est un de mes auteurs préférés. Je suis assez surpris parce que du coup, en fait, Absolute Flash m'avait pas mal refroidi à l'idée de découvrir Minor Arcana. Là, je suis très content de l'avoir lu, d'avoir lu ce volume 1, en fait, parce que c'est une série qui me semble est en pause, ou en tout cas va ralentir, parce que le budget ne suit pas, ce qui est un peu dommage, parce que franchement, c'est très efficace, mais qu'est-ce que ça raconte? On va suivre Teresa. Teresa, c'est cette anti-héroïne qui est complètement désabusée, hein, qui en a marre de la vie, qui doit retourner à contre-cœur dans sa petite ville d'enfance, parce que sa mère est gravement malade. Sa mère qui tient une boutique de... comment ça s'appelle? Une boutique de cartomancie? Enfin, elle tire les cartes aux gens. Teresa est persuadée que c'est de l'arnaque, et que du coup, les gens sont bien trop dupes et viennent simplement pour entendre des choses qu'ils ont envie d'entendre et de voir. Et donc sa mère est une escroc, tout ça, bref. Vous voyez un peu le personnage, sauf qu'elle va avoir une vision qui va remettre en doute toutes ses croyances et aussi toute sa vie. Et c'est du Jeff Lemire pur, mélancolique, poétique. Franchement, c'est Jeff Lemire dans ce qu'il fait de mieux, et je suis hyper surpris de la qualité de ce récit-là, quand on sait que ça a été fait très certainement, il me semble, en même temps qu'Absolute Flash. Enfin, il taffe sur plein de séries à la fois, je sais pas comment il fait. Il est au dessin ici, donc autant vous dire que si vous n'aimez pas Jeff Lemire au dessin, vous risquez d'un peu tiquer sur les dessins. Moi, je suis très fan de son style un peu onirique, qui marche complètement et qui complémente et complimente même son atmosphère et son écriture. Chaque personnage est touchant, il y a vraiment des belles leçons de vie. Franchement, très très hâte de lire le tome 2. Je crois qu'un Deluxe sort tout bientôt, en plus de ça. Donc je pense aller sur le Deluxe, parce que c'est une série qui, moi, me hype énormément, et j'ai très très envie de lire la suite, parce qu'en plus, bon, là on a quoi? On a 5 épisodes, assez pour une mise en bouche, mais on a clairement envie d'en savoir plus. Il y a une autre série de Jeff Lemire que j'aime énormément, qui est en pause, qui a dû reprendre il y a pas longtemps avec Gabriel Walta, qui est un de mes dessinateurs aussi préférés, Phantom Road. Il faudra que je me repenche dessus, parce que ça fait partie de ces pépites de Lemire. Je préfère largement Minor Arcana quand même à ça, je trouve que c'est exceptionnel. Et c'est une chaude recommandation pour le coup. Du X-Men, mais attendez, c'est un panini poche, c'est bizarre, hein. Je sais pas où j'ai mis le Deluxe, bon, il doit être par là-bas, bon. Oxpox, House of X, Powers of 10, on en a parlé sur la chaîne, donc je vais en parler juste 30 secondes. C'est un comics X-Men que je voulais lire depuis très très longtemps, parce que j'en entends parler en long, en large et en travers depuis des années. Tout ce que touche Jonathan Hickman finit en lore hyper compliqué. C'est ce qui se passe avec les X-Men. Est-ce que c'est un bon point d'entrée? On a répondu à cette question dans la vidéo dédiée qui est sortie, mais j'ai apprécié ma lecture. C'est clairement pas la lecture la plus marquante du mois, parce que ça manque clairement d'humanité, de développement de personnages, mais qu'est-ce que c'est riche en lore, c'est assez exceptionnel et titanesque comme travail. Une relecture des X-Men comme vous n'en avez jamais vu, c'est très différent, et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil bien sûr. Du Superman avec une pépite absolue, bien sûr, le duo Loeb et Cell. Bon, Jeff Loeb et Tim Cell, on les présente plus, dès qu'ils touchent un comics, ça devient très très bien, surtout quand c'était dans les années 90, là on est en 98 il me semble, avec Superman for All Seasons, toutes les saisons, parce que chaque épisode va correspondre à une saison. C'est un récit complet de Superman qui revient pas vraiment sur ses origines, mais sur l'essence même du personnage, et j'ai trouvé ça brillant. C'est un classique que je voulais lire pareil depuis longtemps, parce que j'en entends parler depuis des plombes, et voilà, il traînait dans ma collection depuis longtemps. D'ailleurs on va reparler de Superman en omnibus très bientôt le mois prochain. C'est le TPB dans l'édition étendue, qui va donc contenir les backups qui vont avec, donc il y a beaucoup de contenu supplémentaire par le même duo, ce qui est très cool, notamment une rencontre entre Bruce Wayne et Clark Kent quand ils étaient tout petits. Enfin, une rencontre, c'est vite dit, en quelques pages, mais c'est hyper touchant. On va suivre Superman à travers 4 saisons, qui en fait sont les 4 saisons de sa vie, un peu, puisqu'on le découvre d'abord à Smallville, alors qu'il n'est pas Superman, il est à la fin du lycée, il galère un peu à trouver sa place. Sans vous refaire toute l'histoire, ce que j'ai beaucoup apprécié, on va pas vous refaire le coup du bébé qui arrive sur Terre, les parents qui sont un peu paumés, qui doivent le cacher, le bébé qui commence à avoir ses pouvoirs. Non, on n'est pas du tout sur ça, on est sur un récit qui est narré déjà par Jonathan Kent, ce qui marche extrêmement bien, parce qu'il va vous raconter ce que c'est que d'être père d'un fils un peu particulier, et surtout ce que c'est de faire les bons choix, ce que ça veut dire que d'être quelqu'un de bien. C'est très inspirant comme récit, c'est surtout magnifique par Tim Cell au dessin, que j'aime exceptionnellement bien ici. Je le préfère largement à un long Halloween et à d'autres récits sur Batman, dont Amère Victoire aussi. Je trouve que Tim Cell sur Superman, je pense que c'est peut-être les tons pastels, mais ça rajoute énormément à l'ambiance, à l'atmosphère très James Gunnesque en fait, que j'aime beaucoup ici. On a vraiment l'impression de lire un comics Superman qui donne espoir, un comics Superman qui donne envie d'être sympa avec tout le monde et de s'inspirer de ses actions. C'est beau, c'est poétique, c'est mythologique. Vous avez bien sûr la rencontre avec Lex Luthor qui est très intéressante et qui va permettre de confronter Superman à ses premières épreuves morales et ses premières épreuves éthiques. J'ai qu'une envie franchement, c'est de le relire, et c'est assez rare que lorsqu'on lise un comics comme ça, chaque page soit vraiment une claque
tant au niveau de l'écriture, parce qu'il y a des citations qui restent avec vous, et des leçons de vie qui sont très marquantes, notamment par John Kent, toujours, mais aussi par le dessin, parce qu'il y a beaucoup de doubles pages de Team Cell qui sont phénoménales, sublimes, et c'est une chaude recommandation, franchement, si vous ne l'avez jamais lu, foncez, parce que si vous voulez découvrir Superman, c'est une excellente porte d'entrée, ça se lit sans jamais n'avoir rien lu du personnage. J'ai très envie de le reprendre dans une édition plus prestigieuse, plus grande, pour profiter des dessins de Team Cell, et juste me le relire avec, bien sûr, la playlist dédiée, parce qu'il y a une playlist dédiée sur YouTube, il y a carrément une vidéo de 30 minutes qui compile plein de musique parfaite pour lire ce comics-là, et je confirme, ça marche très bien et ça rajoute à l'ambiance. Ah là là, Ultimate Spider-Man, le TPP4, en 30 secondes parce qu'on en a parlé sur la chaîne ce mois-ci, c'est la fin de l'univers Ultimate pour Spider-Man, pour Ultimate Spider-Man. Vous savez, le Peter Parker adulte, qui est marié, qui n'avait pas de pouvoir, qui a chopé des pouvoirs, qui a des gosses, ça part dans tous les sens, Hickman joue avec tous les codes et fait un peu de fanservice, mais le problème c'est que je trouve que ça manque de développement. En fait, tout ça c'est une introduction et c'est dommage en 24 épisodes. La série s'est terminée trop tôt avant de réellement commencer, mais qu'est-ce que c'était bien quoi. Donc bon, si vous voulez en savoir plus, allez voir cette review parce que je détaille tout ça bien entendu. Je sais que vous êtes nombreux à attendre l'intégrale numéro 2 de Panini qui va rassembler en fait toute la deuxième année, donc les 12 derniers épisodes de la série. Curieux d'avoir votre avis parce que c'est une série qui divise pas mal étonnamment. Petit entracte pour vous parler du sponsor de la chaîne, vous les connaissez bien entendu, c'est l'équipe de Walls Comic Shop, le comic shop de référence en Europe que j'aime énormément, c'est là que j'achète tous mes comics, et comme vous le savez, ils vous offrent moins 10% avec le code One More Day 10, tout en majuscule, bien sûr c'est écrit en bas de l'écran, sur votre première commande, sachant que la livraison est gratuite, dès 150€ d'achat, ce qui vous permet de profiter de ces magnifiques omnibus. C'est une équipe en or, je les aime énormément parce que d'une, ils sont hyper pro, très sympas, c'est des amoureux des comics, c'est des passionnés comme jamais, et c'est juste génial de voir que leur boutique est devenue une référence comme ça quoi, surtout sur Trustpilot où ils ont une note phénoménale qui est entièrement méritée, parce qu'ils sont ultra attentionnés, et juste les meilleurs dans le game. Ils ont bien sûr absolument de tout, que ce soit des singles au TPB, au hardcover, aux omnibus, aux éditions collector, sans oublier les mangas, le tout en anglais. Bref, je suis très content que leur service vous plaise autant qu'à moi, parce que c'est vraiment une fierté de travailler avec eux. Donc merci à vous, merci à Walls pour leur confiance, et c'est reparti pour la vidéo. Ah bah la claque, là c'est phénoménal. Batman Dark Patterns, bien sûr, de Dan Watters, et Edan Sherman, quel duo de fou, franchement. L'intégrale de Dark Patterns, on a tous les épisodes de ce duo iconique, l'épisode 1 à 12, toutes les enquêtes. Je vous en avais déjà parlé de Dark Patterns pour la première enquête, là j'en ai découvert plus que ça, parce que j'ai tout lu, quasiment d'une traite, hein, tellement que c'est bon. C'est du très bon Batman, c'est un excellent point de départ d'ailleurs si vous n'avez jamais lu de Batman, parce que c'est simple, c'est droit au but, c'est un Batman détective, hors continuité en plus de ça, donc on n'a pas le poids de la continuité derrière qui va vous embêter et vous faire sentir comme le mauvais élève de la classe qui a pas fait ses devoirs. Non, là, vous prenez ça, vous lisez, vous kiffez, faut juste savoir que c'est extrêmement sombre, c'est dans une vibe très Pattinsonesque du Batman, on est un peu dans la vibe de Matt Reeves, d'ailleurs il le dit à l'interview à la fin, Dan Watters voulait faire quelque chose qui soit un peu dans l'ambiance détective et thriller qu'on retrouvait dans le Batman de Matt Reeves de 2022, et il a parfaitement respecté l'essence de ce Batman sans pour autant copier tout ça en réinventant ce Bruce, ces codes, cette Gotham qui est réellement vivante et qui est horrifique ici parce qu'on part dans des enquêtes qui vont parfois vous retourner le bide, on va pas se mentir, hein. Il y a du body horror, il y a du paranormal, il y a plein de choses comme ça sans qu'on parte dans des délires de multivers, c'est toujours très terre à terre, mais on a vraiment l'impression que Gotham est hanté et ça marche parfaitement bien. Chaque enquête fait 3 ou 4 épisodes donc c'est relativement court, c'est ultra intense, Edan Sherman au dessin fait un travail vertigineux, il arrive à vous donner le vertige à travers ses pages, notamment dans l'enquête numéro 2, donc dans laquelle un immeuble de Gotham semble avoir pris vie et donc semble parler en fait à ses habitants qui refusent de quitter les lieux malgré la destruction qui va arriver. Enfin bref, c'est brillant, il y a un vrai message politique et social derrière en plus de ça. De l'excellent Batman avec un casting de personnages qui reste assez maigre, ce qui permet de ne pas s'y perdre et de surtout développer les quelques personnages qui sont donc présents. Très triste que cette série soit terminée parce que c'était extrêmement bien et une vision de Batman que j'aime énormément. Donc un très bon point d'entrée et ça devrait vous plaire si vous aimez le Batman détective. Aïe aïe aïe, bon, Saga, là on arrive à la fin. Hein. J'ai terminé le volume 3 de Saga et j'en suis à la moitié du volume 4. En fait, je suis en pause dans le volume 4 pour une raison simple. Je suis parti en vacances en pleine lecture de Saga et donc j'ai pas voulu rusher Saga pour le finir avant de partir, c'est stupide. Sachant en plus qu'après ça on n'a plus rien parce que la suite n'est toujours pas sortie, hein, c'est toujours en hiatus. Donc je préfère clairement prendre mon temps. En plus j'en ai parlé avec Iso Parker qui est très fan de Saga. Allez voir ce qu'il fait d'ailleurs sur YouTube, hein, c'est vraiment cool. Et ouais quoi, je me demande si je ferais pas mieux de tout relire avant de lire la fin, juste pour gagner un peu de temps et donc ne pas tomber dans l'affreuse attente de la suite, comme toutes les personnes qui ont terminé Saga pour le moment et qui attendent justement la fin du hiatus. Mais c'est exceptionnel, Saga c'est extrêmement bien. Ce 4e volume sert presque de point d'entrée en fait parce qu'on a un nouveau statu quo suite à des événements assez tragiques qui s'est passé à la fin du tome 3. Et c'est toujours une réinvention brillante de ces personnages, toujours une évolution assez inattendue aussi de ces persos qu'on aime tant. C'est affreusement
affreusement humain et touchant. Franchement, un des meilleurs trucs que j'ai lu cette année et j'ai qu'une hâte, c'est de le finir. Mais je temporise. Donc Fiona Staples au dessin, je suis toujours hyper fan de son trait. Franchement, c'est phénoménal ce qu'elle arrive à faire. Brian K. Vaughan est le GOAT qu'il pense être. S'il pense être un GOAT, j'espère qu'il le sait parce qu'il est vraiment extrêmement doué. C'est un des auteurs les plus impactants que j'ai pu rencontrer dans mes lectures, je pense. Ou qui en tout cas vous pousse à penser autrement et vous pousse à l'ouverture d'esprit. C'est vraiment très intéressant, très particulier comme lecture. Peggy 18 bien entendu, pour un tas de raisons d'ailleurs, mais quelle claque exceptionnelle quoi. Est-ce que vous l'avez lu, vous, ou est-ce que vous temporisez la suite aussi comme ça? Les 3 prochains comics, on en a déjà parlé sur la chaîne dans des vidéos dédiées, donc ça va aller un peu plus vite, mais d'abord du Batman, du très bon Batman, encore une fois, avec Under the Red Hood, cette fois-ci en deluxe. Une édition que je trouve déjà magnifique, mais qui surtout va rassembler pour la première fois toute la saga Under the Red Hood. Bien entendu, signé Jude Winnick et Doug Mahnke, une série qui est assez phénoménale, qui va revenir sur le retour de Jason Todd, tout simplement, qui est un personnage hyper hypé. C'est fou, surtout auprès des jeunes en fait. J'ai l'impression que les jeunes le kiffent, ce que je trouve très drôle, parce que c'est un personnage qui est quand même un peu obscur dans l'univers de Batman, quoi. Alors c'est soit lui, soit Nightwing. Et ce que je trouve assez marrant, en fait, il y a une passion pour la jeunesse envers les Robins, qui est très cool. Et ça, c'est vraiment le meilleur truc que vous pouvez lire si vous faites partie des gens qui veulent découvrir du Red Hood. Moi, c'était mon cas, hein. Je voulais découvrir le personnage parce que je le connaissais un peu de loin. J'avais déjà lu La mort de Jason Todd, bien entendu. C'est un élément classique de l'histoire et du lore et du canon de Batman. Donc ce retour tant inattendu de ce justicier sans foi ni loi, c'était quelque chose d'assez controversé et qui, bien sûr, était extrêmement risqué. Pari réussi en ce qui me concerne parce que j'ai beaucoup aimé cette série, qui est une série d'action pure, ça se lit à une vitesse phénoménale. Franchement, vous n'avez pas le temps de reprendre votre souffle et vous avez en plus de ça, j'ai pas du tout failli faire tomber le comics, la mini-série Red Hood The Lost Days qui fait beaucoup penser à Batman the Night, dans laquelle vous retrouvez l'enseignement et l'apprentissage de notre cher Jason Todd avec Talia al Ghul et tout ce qui va avec. Donc c'est très complet, c'est très riche en contenu, il y a des bonus en plus de ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo dédiée si vous voulez en savoir plus, mais c'est une chaude recommandation. Los Cuatros Fantásticos, n'est-ce pas, les 4 fantastiques en omnibus de Dan Slott, ça y est, enfin il est là. C'est le volume 1, mais évidemment il y en aura plusieurs. On est sur la série des 4 fantastiques, beaucoup plus light après Secret Wars bien sûr, et après notamment le run de Hickman qui était autrement différent. J'en ai pas lu beaucoup du run de Hickman, mais les quelques premiers épisodes que j'avais pu lire à l'époque étaient pour le coup vraiment très différents. Là c'est une série hyper sitcomesque et qui permet d'être aussi un très bon point d'entrée si vous voulez découvrir cette série-là, cette famille-là, après avoir vu le film par exemple, qui était plutôt cool, hein, pas exceptionnel, mais ça se regardait bien quoi. Mais cette jaquette-là, elle est exceptionnelle, c'est la DM cover, donc la direct market cover de Alex Ross bien sûr, un omnibus qui va se concentrer sur l'événement qui a marqué en fait le début de ce run de Dan Slott, donc le mariage de la chose avec Alicia Masters. Ça vous donne un peu la tonalité de ce run hein, qui est très fun, légère et sitcomesque. Franchement, ça met surtout l'accent sur les personnages plutôt que sur l'histoire en elle-même, même s'il y a des délires cosmiques et des menaces qui viennent d'ailleurs et que vous connaissez déjà, hein, je vais pas vous en parler, il y a une vidéo dessus si vous voulez aller la voir, qui est sans spoil d'ailleurs, mais c'est une lecture qui était très sympa, je vais être honnête avec vous, je l'ai un peu oublié. Je l'ai un peu oublié parce que j'ai lu des trucs bien plus marquants ce mois-ci, mais j'avais bien kiffé, ça se lit très vite, c'est surtout très beau en fait au dessin, parce que vous avez quand même du Sarah Pikeli, Isake Kuder et Medina, il y a beaucoup de monde dessus, et le dernier, pas des moindres, le meilleur comics Spider-Man que j'ai pu lire, et je pense le meilleur, le plus beau aussi, omnibus Spider-Man que j'ai dans ma collection. On est bien sûr sur la série The Spectacular Spider-Man de Mathéis et Buscema, exceptionnel au dessin, avec une cover spéciale, on est sur la DM cover, la direct market, signée Sal Buscema aussi, c'est pas celle de l'épisode 200, on est sur celle des épisodes un peu antérieurs à ça il me semble, avec le Rhino qui fait un gros câlin à Spidey. C'est aussi beau avec que sans jaquette, c'est du Sal Buscema, donc c'est juste magnifique. C'est aussi un peu un petit trésor qui devient très compliqué à trouver pour le moment en omnibus, en VO, pour la simple et bonne raison que ça s'est vendu comme des petits pains, et donc forcément il fallait soit y mettre le prix, soit attendre une bonne occasion, et en fait à un moment j'ai reçu une notif sur Walls Comic Shop pour me dire qu'il était de retour en stock. J'ai foncé sur l'occasion parce que c'était exactement la cover que je voulais, et en plus une semaine avant j'étais à ça de le prendre sur un petit site polonais je crois, enfin bref, de l'acheter avec des frais de port hallucinants avant de me dire mais enfin c'est pas rationnel. Il faut se reprendre, comme quoi il y a un peu de contrôle. Qu'est-ce que ça raconte? On est sur la suite directe de la dernière chasse de Kraven, qui était sans doute l'événement le plus traumatisant de la vie de Spider-Man, pour une raison simple, hein, il a été enterré vivant par Kraven qui a qu'une seule envie, qui avait qu'une seule envie, c'était de chasser le prédateur ultime avant de passer l'arme à gauche. Un récit qui était déjà très marquant, un classique absolu qui pour moi mérite complètement son titre de classique, un comics Spider-Man étonnamment sombre et mature et aussi très poétique et mélancolique. J'avais beaucoup aimé toute cette ambiance, cette atmosphère très particulière, avec je crois que c'était Mech au dessin,
dessin, qui était aussi exceptionnel. Là on a le duo Buscema et de Mathéis qui vient nous raconter la suite. Donc on a l'épilogue de la chasse de Kraven, ce qui est plutôt sympa, qui vient encore une fois aborder la thématique du deuil, la thématique de la vengeance, de la rancœur, et du sens de la vie aussi, ça va aussi loin que ça, mais bien sûr aussi tout ce qui traite de la dépression, avec un triptyque monumental entre Harry, Peter bien sûr, et Vermine qu'on avait découvert, enfin que j'avais découvert en tout cas dans la chasse de Kraven. Je sais pas s'il existait avant ça, je pense que oui bien entendu, bah oui, parce qu'il y avait un passé, qu'il faudrait que je lise d'ailleurs, parce que je serais intrigué de voir à quoi ressemblait Vermine avant de Mathéis. Mais on a donc ces trois personnages qui forment un ensemble, qui forment un triptyque, parce que ces trois ont des soucis à gérer avec leur enfant intérieur, et c'est la thématique de ce premier arc, un premier arc de Child Within, qui est psychologique, sombre, très riche en introspection, magnifiquement écrit, que j'ai trouvé hyper prenant, et voilà, j'ai trouvé l'auteur, même les auteurs de Spider-Man, parce que Buscema au dessin c'est exceptionnel, je suis très très fan de son trait. J'ai trouvé, je pense, mes auteurs préférés, quoi, mon duo d'auteurs préférés sur le personnage, et je suis très content parce que c'est une vision de Spider-Man qui marche avec moi, tout simplement. Alors ça peut ne pas marcher avec tout le monde, parce que ça peut être lourd hein, de lire des choses aussi sombres, avec des trigger warnings un peu partout quand même, hein, il faut le dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien de lire du Spider-Man mature et qui n'est pas trop léger, sans conséquences, qui ici traite réellement de vrais problèmes humains de Peter Parker, et surtout de sa relation avec Harry Osborn qui sombre dans la folie depuis le deuil de son père en fait, et qui a du mal à joindre les deux bouts en tant que père de famille. C'est sublime, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir la vidéo si ça vous intéresse, parce que moi je pourrais en parler des heures, et il y a déjà une vidéo qui le fait, donc pourquoi le faire? Et c'est tout pour ce mois-ci, c'est déjà pas mal hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Walls Comic Shop pour leur confiance, puis bah évidemment merci à nos membres de la chaîne qui soutiennent One More Day Comics, qui rejoignent le One More Club. Vous êtes 8 maintenant, ce qui est quand même beaucoup je trouve, hein, et c'est très bien quoi, c'est le petit club VIP trop cool, ce qui vous permet de voir les vidéos en avance, puis ce qui vous permet de soutenir One More Day Comics, et ça va droit dans le cœur. Merci donc à Comics du mercredi, Jérôme, Archaim, Super Zero Comics, Nalix, Hades, Blackass76, et bien sûr Valentin Dupont. On se retrouve tous les mardis et vendredis 17h pour de nouvelles vidéos. D'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.